maçonniques qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour échanger, réfléchir sur la question de la fin de vie et évidemment sur le sujet de notre loi actuelle. Donc nous avons autour de la table le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France et la Fédération française du droit humain. Le Grand Orient de France est représenté par Georges Sérignac. Vous êtes vétérinaire de profession. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France depuis votre élection en janvier 2021. La Grande Loge de France est représentée par Michel Hanoun, qui est docteur en médecine. Vous représentez la Grande Loge de France à la Commission nationale consultative des droits de l'homme depuis le 12 novembre 2022. Et vous avez été notre collègue, puisque vous avez été député de l'Isère. La Grande Loge féminine de France... vous êtes accompagné d'Alain Rapadi, qui est membre de la commission de la Grande Loge de France, justement sur la fin de vie. La Grande Loge féminine de France est représentée par Catherine Lyoté, qui a été cadre commercial puis assistante de direction, et qui a été conseillère ministérielle au sein d'un cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez été élue grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France en 2021 et vous avez notamment participé à la commission sur l'éthique et la bioéthique au sein de votre obédience. Et vous êtes accompagnée de Madame Frédérique Moati, qui est présidente de la commission éthique et bioéthique de la Grande Loge féminine de France. Et la Fédération française du droit humain est représentée par Amande Pichegru. Vous êtes professeur agrégé d'anglais. Vous avez été élu grand maître national de la Fédération française du droit humain en août 2021, réélu en août 2022. Et vous êtes accompagné de Madame Christiane Coudrier, directrice générale du centre hospitalier du CHU de Nantes. Et vous êtes, Madame Coudrier, membre expert de la Fédération française du droit humain. Voilà, j'espère que je n'ai pas commis trop d'erreurs dans cette présentation initiale. N'hésitez pas, évidemment, à me corriger si ça a été le cas. Je vous donne sans plus tarder la parole. Comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que chacune de vos obédiences s'exprime pendant une durée d'une dizaine de minutes pour que vous puissiez exposer en quelques minutes votre approche de la loi Claes-Leonetti et votre réflexion sur la fin de vie. Et puis ensuite, avec mon collègue rapporteur Didier Martin, avec nos collègues que je salue, députés, membres de la mission parlementaire, nous vous poserons un certain nombre de questions. Voilà, alors écoutez, on va faire, non pas dans l'ordre d'apparition à l'image, mais dans l'ordre du tableau que j'ai. Je vais donner donc la parole au Grand Orient de France. Monsieur Sérignac, si vous voulez bien commencer. Merci, monsieur. Très bien, merci. Mesdames, Messieurs les parlementaires, merci de recevoir les obédiences maçonniques dans le cadre de votre mission d'évaluation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ce qui déjà dit beaucoup de choses. Cette loi, dite Claes-Leonetti, a constitué un progrès, à l'évidence. Cependant, au Grand Orient de France, nous ne la considérons que comme une étape, qu'il convient désormais d'améliorer, en élargissant son périmètre et en précisant ses modalités d'application, ses nouvelles modalités d'application. Aujourd'hui encore, en effet, on peut reprendre l'expression déjà relativement ancienne du professeur Sicard, qui à l'époque conduisait une mission aussi du même ordre, cette fameuse expression « Aujourd'hui, on meurt mal en France ». Elle est malheureusement encore d'actualité. Pour de nombreuses raisons, culturelles, religieuses, sociologiques, la persistance de pesanteurs repousse d'année en année la nécessaire, indispensable adaptation de la loi à la volonté générale. Volonté qui traduit la voie laïque, humaniste, universaliste que trace notre modèle républicain. Voie de l'émancipation,
qui est le socle de notre République. Pour le Grand Orient de France, ce chemin vers la liberté de conscience, de chacune et chacun d'être maître de sa vie, comprend l'ultime liberté, celle de choisir la façon dont on va mourir. Ce chemin s'inscrit dans une démarche individuelle, mais aussi collective. À l'aune des principes, évidemment, de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi de laïcité et de solidarité, la loi de la République doit évoluer. Elle doit évoluer pour exprimer et traduire démocratiquement la vision quasiment unanime de la société. Depuis déjà fort longtemps, près de 90%, selon toutes les enquêtes d'opinion, veulent ce progrès. Mais également pour sortir d'un fonctionnement aujourd'hui intermédiaire, imprécis juridiquement, disons-le hypocrite, et dont l'application subjective et inéquitable est contraire à l'idée républicaine. Mais aussi pour assurer la garantie du respect de la volonté de la personne, comme de la protection de ceux qui les accompagnent. Par les champs émotionnels et moraux que traverse l'accompagnement des malades et des personnes en fin de vie, seul un encadrement législatif précis et adéquat peut être le garant d'une juste application commune à tous, sans distinction. En effet, le sujet de la fin de vie nous concerne tous, et nous touche en premier lieu de manière intime, personnelle. Qui ne s'interroge sur sa propre mort? Qui n'a pas été confronté à de douloureuses questions sur la souffrance et la durée de la fin de vie lors de l'épreuve de la fin d'un proche? Plus globalement, la façon dont une société traite la fin de vie révèle les piliers éthiques et philosophiques de son organisation et exprime finalement les choix politiques fondamentaux qui la déterminent. Le rapport à la mort de chaque individu plonge dans notre inconscient. Celui de l'accompagnement vers celle-ci, que met en place ou pas la société, agrège des éléments philosophiques, spirituels, éthiques, trouvant ses racines dans notre culture et notre civilisation. Il participe donc fondamentalement à tout projet politique. La conscience de la mort comme élément indissociable du vivant, autant que comme inexorable destinée commune, enveloppe l'être humain, l'engageant dans une interrogation existentielle, philosophique, spirituelle, posant in fine la question du sens de la vie, de sa finalité, de l'immanence et, bien sûr, de la transcendance. La conscience de la finitude de l'existence, la question du mystère de l'éphémère du vivant définissent l'humain. Les rites funéraires accompagnent la séparation avec les morts sous leurs formes les plus diverses, autrefois religieuses, aujourd'hui de plus en plus laïques. Ces rites funéraires ont toujours été présents, on en trouve des vestiges depuis plus de 100 000 ans. Leur absence, quelles que soient les civilisations et les continents, révélant, à contrario, le vide et la perte de ceux qui en abandonnaient la pratique ou la refusaient à leurs ennemis ou vassaux. Les conséquences traumatiques sur les populations lors de tels manquements, en temps de guerre ou de crise, marquent l'inconscient collectif fortement. Nous en avons connu quelques signes lors de la pandémie de Covid-19. À ce rapport à la mort, épicentre des sociétés, se mêle l'instinct de vie, la volonté de persévérer dans son être, instinctif, intuitif, qui nous bouscule, mais aussi nous constitue, nous définit, et nous installe finalement dans un dualisme entre acceptation et fuite devant notre condition. Face à la complexité d'un tel sujet, que j'ai résumé rapidement, trop rapidement, l'attention à l'autre, l'émancipation de l'individu, pour le dire autrement, la solidarité et la liberté absolue de conscience, concepts centraux et selon nous fondateurs de la branche de la franc-maçonnerie que nous représentons ici, guident notre réflexion entamée depuis de nombreuses décennies autour de l'euthanasie par les loges du Grand Orient de France. Après avoir recueilli les exposés de nombreux spécialistes de sensibilités différentes, écouté l'ensemble des acteurs concernés, notre Commission nationale de santé publique et de bioéthique a rendu plusieurs rapports depuis de nombreuses années, je l'ai dit, plusieurs décennies, sur les différents aspects moraux mais aussi juridiques de ce sujet particulièrement complexe. Complexité qui s'exprime d'entrée par le choix des mots et formules pour désigner cet acte. Droit de mourir dans la dignité, assistance médicale à mourir, suicide assisté, euthanasie. Ils expriment souvent déjà une position et selon les points de vue, par nature subjectifs, sont considérés permissifs, restrictifs, brutaux. Ils introduisent souvent un jugement imprécis, inexact. Au mot grec d'euthanasie mal perçu, qui définit pourtant l'acte qui consiste à donner une mort douce à une personne en fin de vie, mais qui a été fortement depuis utilisé à d'autres fins, ou atteint d'une maladie incurable afin d'abréger les souffrances, nous préférerons la formule d'accompagnement médical à la fin de vie, probablement plus explicite. À partir de cette définition, nous voyons bien quel champ recouvre cette problématique.
un champ éthique personnel qui concerne l'approche et la volonté d'un individu sur sa propre mort, l'expression de cette dernière étant la condition première et indispensable à toute action de ce type. Un champ moral et politique collectif, puisque c'est l'ensemble de la société qui donne mission à un tiers de concourir à la mort d'un autre, cet aspect engageant autant l'encadrement législatif que l'adéquation de la société à un tel choix. Au questionnement éthique et philosophique donc s'adjoint donc le sociétal et le politique, car il s'agit d'élargir la liberté individuelle sans restreindre aucune autre liberté pour autrui, ce qui est absolument essentiel. C'est la liberté de disposer de son corps et même de sa vie selon sa propre conscience qui est étendue sans nuire à quiconque ni à l'ordre public. Liberté d'abréger ses propres souffrances tout en laissant entièrement libre du choix de ne pas le faire ceux qui ne le souhaitent pas. Il s'agit d'une liberté individuelle donnant un nouveau droit à tous sans restreindre d'autres droits ni influencer quiconque dans un sens ou dans un autre. Il n'est pas question d'empêcher ceux qui le veulent de considérer que la vie comme la mort ne leur appartient pas et leur est donnée et retirée par un Dieu tout-puissant, ni à d'autres de voir la maladie et l'agonie comme une chance de découvrir et d'éprouver certaines vérités ou d'atteindre une spiritualité. Il ne peut s'agir non plus de ne pas respecter la volonté profonde et intangible de rester en vie de certains malades, même dans des conditions particulièrement difficiles. La volonté de prolonger le plus possible sa vie au même titre que celle de vouloir abréger ses souffrances, doit pouvoir s'exercer de manière autonome, en dehors de tout jugement moral, religieux, voire même médical. Si l'euthanasie doit ouvrir la possibilité à ceux qui en ont la volonté de demander qu'il soit mis fin à leur jour, il ne peut s'agir, comme certains le craignent, de donner à quiconque le pouvoir de décider de la mort d'autrui, à quelque condition extrinsèque que ce soit, celle-ci étant, par nature et de fait, évidemment, abusive. Légiférer doit permettre d'en finir avec l'hypocrisie actuelle qui laisse le champ libre aux décisions à géométrie variable, entre acharnement thérapeutique et le fameux petit coup de pouce final, comme c'est aujourd'hui trop souvent le cas selon les lieux et les équipes médicales. Pour ces raisons, l'accompagnement médical à la fin de vie ne peut s'exercer que dans un cadre législatif protecteur, protecteur du patient, mais aussi protecteur du médecin. Au nouveau droit du patient de décider pour lui-même de sa fin de vie, de fixer selon sa propre volonté les limites des soins palliatifs et ainsi de pouvoir exercer sa liberté de conscience et de décision hors de toute tutelle, il semble impérieux que la loi compte un certain nombre de dispositions nouvelles afin de prévenir et d'empêcher tout abus et débordement par les procédures et par les protections. En plus des toujours possibles malveillances volontaires, ces excès par incompréhension, précipitation ou parfois désespoir, pouvant être le fait du patient lui-même, de ses proches, de l'équipe médicale, mais aussi finalement de la société dans son ensemble. Cette loi doit donc introduire, selon nous, la collégialité du côté des médecins avant toute acceptation, mais doit aussi être protectrice pour le tiers médecin qui pratiquera l'acte d'euthanasie. Évidemment, aucune obligation ni contrainte envers les médecins ne peut être invoquée, ceux-ci étant libres de pouvoir refuser d'accomplir cet acte selon la clause de conscience. Dans son esprit comme dans sa lettre, une telle loi doit donner plus de liberté. Elle doit ouvrir des portes sans en fermer aucune. Sans entrer dans les détails d'une future loi, ce qui ne nous appartient évidemment pas, rappelons simplement, pour exemple, et peut-être pour modèle, que la loi belge exige du patient une demande qui doit être volontaire, réfléchie et répétée. Dernièrement, nous avons eu un entretien, une conférence avec le médecin pionnier de l'euthanasie en Belgique, et ce qui en est ressorti, entre autres, pour ajouter un très léger commentaire, c'est quelque chose d'assez essentiel, c'est que les malades doivent convaincre le médecin. Et c'est une démarche que souvent nous n'avons pas à l'esprit. Ce renversement de l'échange, du consentement, est tout à fait essentiel dans la loi belge. Le malade doit convaincre à plusieurs reprises le médecin. Et on voit, d'ailleurs dans un film formidable, excellent, on voit à quel point c'est vraiment un travail de conviction du malade. Et ça change vraiment l'échange. Demande volontaire, réfléchie, répétée, qui, comme le qualifie le processus belge, afin que les caractères insupportables, inapaisables et constants de la souffrance, comme celui incurable de la pathologie, soient parfaitement reconnus
et identifiés. Par-delà ce débat primordial qui interroge nos consciences, outre le questionnement d'ordre moral ou philosophique, le rapport à la souffrance et à la mort s'est également profondément modifié avec la sécularisation et le progrès des sciences et de la médecine. La médecine guérit, prévient, réanime des malades qui autrefois n'auraient jamais survécu. La vie comme la mort n'est plus un domaine réservé à des puissances célestes ou voire terrestres. Dans ces conditions, pour des personnes en fin de vie qui y sont indifférentes ou même réfractaires, le dolorisme religieux doit-il encore imposer son emprise, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre société, sans considération ni compassion pour la douleur et la conscience de ces personnes en fin de vie? Doit-on laisser à leur souffrance et à leur agonie des malades alors que leur volonté et leur esprit ne le veulent pas? Le respect que toutes les sociétés démontrent pour leur mort ne doit-il pas évidemment s'appliquer aux vivants, malades ou en fin de vie? Ces périodes et conditions de fin de vie douloureuses doivent-elles dans notre République, qui pourtant dit l'assurer par la loi, demeurer inaccessibles à la liberté absolue de conscience? L'émancipation de toute tutelle dogmatique des citoyens et le respect de la liberté de conscience, jusque dans les circonstances ultimes de leur vie, passe cependant aussi par la pédagogie et l'accès au savoir de tous. Par-delà ces aspects législatifs et politiques, le sujet qui nous concerne aujourd'hui touche au plus profond de notre humanité, autant sur le plan de l'intime dans notre rapport à la mort que dans celui de la compassion et de la solidarité envers la souffrance d'autrui. Légiférer sur ce sujet doit permettre de disposer d'un nouveau droit face à la souffrance et la mort, un choix réfléchi et autonome qui, s'appliquant à tous, ne restreint les droits d'aucun. Aucune mort n'est indigne. Seule la façon dont les vivants accompagnent le chemin ultime qui y conduit peut l'être quand l'obscurantisme l'emporte sur l'humanisme, l'attention à l'autre et le respect de la liberté de choix et de conscience de chacun, même, surtout, oserais-je le dire, quand il est le plus faible et le plus vulnérable. Merci. Merci, Monsieur Sérignac. Je donne donc la parole à la Grande Loge de France, Monsieur Hanoun, Monsieur Rapadi. Oui, merci, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, 2 mots pour présenter la Grande Loge de France. Excusez le fait que le grand maître n'ait pas pu être présent pour des raisons de transport et d'arrivée compatible avec ses autres activités. Donc, avec Alain Rabadi et moi-même, nous représentons donc la Grande Loge de France ce matin. Elle est peut-être moins connue parce que quand on parle en général des obédiences maçonniques, on parle souvent de l'une d'entre elles, mais le Grand Orient de France, moi j'ai aucun problème à cela, dans la mesure où la Grande Loge de France est née dans sa forme actuelle en 1894 et elle regroupe 31 000 membres qui regroupe aussi 933 loges réparties dans l'ensemble du monde entier. C'est pour parler de la représentativité que j'évoque cela. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des nuances, des différences, et notamment le fait que la Grande Loge de France se veut le pôle de référence d'une franc-maçonnerie dite de tradition, qui s'appuie sur une démarche de spiritualité et d'humanisme, et les francs-maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine. Je passe les différents détails que vous retrouverez dans un texte qu'on vous laissera à la fin de cet entretien en ce qui concerne les fondements à partir desquels se réfléchissent, s'organisent nos propres réflexions et évidemment leurs conséquences dans leur expression. Ce qui signifie que, pour ce qui concerne la Grande Loge de France, il n'y a pas une vocation naturelle à s'exprimer de façon permanente sur un certain nombre de sujets de société, mais celui qui nous réunit particulièrement aujourd'hui concerne chacun et chacune d'entre nous, tous les hommes, toutes les femmes, tous les âges. On parle souvent que, dans l'esprit général, il s'agit de personnes âgées, de personnes en fin de vie, mais au sens, j'allais dire, naturel du terme. Or, bien souvent, les hôpitaux, les familles sont concernées par des fins de vie d'enfants dans des âges où d'autres problèmes se posent en ce qui concerne
la décision finale ou l'évolution. Et donc ceci, même si ça n'est pas nécessairement pris en considération dans les évolutions ou dans les remarques actuelles, est un vrai sujet, une vraie difficulté et un vrai problème. Donc conformément à la tradition maçonnique séculaire, la Grande Loge de France invite régulièrement ses membres à prolonger en dehors et de manière concrète l'œuvre de réflexion qu'elle suscite dans ces loges et à travers ces commissions. Depuis de nombreuses années, d'ailleurs la Grande Loge de France est imprégnée dans le domaine du soin, de la santé et de la bioéthique par l'un de leurs anciens grands maîtres, si on ne connaît pas son nom, qui est Pierre Simon, et qui est à l'origine d'un certain nombre de grandes réalisations en France, notamment le planning familial. Les membres de la Grande Loge de France se sentent concernés donc par ces enjeux éthiques et politiques liés aux évolutions sociales, technologiques et médicales de notre société. Et nombreux d'entre eux ont suivi, voire participé, à titre individuel, aux réflexions autour des lois de bioéthique, autour de leurs révisions successives, et notamment sur les lois précédentes, celle qui est en discussion aujourd'hui, loi Leonetti, puis loi Claes-Leonetti. Donc j'ai dit que c'était un sujet commun à tous les humains, d'abord par la prise de conscience de leur finitude, par la réflexion naturelle pour information sur la fin de vie. Et cette question, c'est se poser une autre question. Nous qui avons vécu la mort initiatique, nous qui sommes morts à la vie profane pour renaître en initié, sommes-nous capables de réfléchir et de faire des propositions sur la véritable, entre guillemets, fin de vie? Préférons d'ailleurs parler de fin de la vie, parce que ça peut concerner tout le monde, plutôt que de fin de vie, ce qui voudrait dire quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes à beaucoup d'hommes et de femmes. Parce que nous sommes tous concernés, parce que toute vie et toute mort sont singulières. Et j'insiste sur ce point, dans la mesure où on peut faire une généralité, mais chacune a une mort particulière et vit sa mort de façon différente de tel ou tel autre. Et c'est bien un des sujets difficiles et qui est à traiter dans le contexte auquel vous réfléchissez. Donc, nous avons considéré que cette question sur la fin de vie nécessite une réflexion approfondie pour les membres de la Grande Loge de France. Donc, depuis le 10 décembre, 3 questions ont été posées à l'ensemble des loges de la Grande Loge de France, qui peuvent, selon leur choix, y répondre ou non, de manière spécifique ou dans leur globalité. Ces 3 questions, je les évoque. La première, c'est: peut-on disposer de sa propre vie sans aucune limite et y mettre fin volontairement selon les moyens dont on décide? Et dans l'affirmative, dans quel cas et dans quelles conditions? La deuxième question, c'est: peut-on mettre fin à la vie d'une tierce personne en décidant la suspension d'un traitement, voire en mettant fin à ses jours par une voie médicamenteuse? Et dans l'affirmative, dans quel cas et dans quelles conditions? Et au regard de ces questions et des réponses qu'elles suscitent, la législation actuelle devrait-elle évoluer? Et dans l'affirmative, dans quel cas et dans quelles conditions? Donc, les membres de la Grande Loge de France ont jusqu'au 6 mars pour exprimer leur point de vue, et une synthèse sera faite, dont la compilation et l'analyse vous sera naturellement remise. Elles seront synthétisées et feront l'objet d'un livre blanc qui sera remis d'abord à ceux qui vont décider de l'évolution en termes législatifs, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a bien évidemment quelques pistes de réflexion d'ores et déjà envisagées. Et la question, d'abord, s'inscrit dans l'idée qu'il y a une perception de la mort qui a évolué avec la fin des rites de passage, avec une représentation symbolique et spirituelle qui, elle aussi, est en mutation. Nous assistons à une médicalisation de la fin de vie, la fin de la vie.
qui conduit à s'interroger sur le pourquoi et sur les raisons du soin. Et dans le contexte du droit de vivre, dans ce contexte, le droit de vivre ne se confond pas avec un droit à mourir qu'il ne faut pas réduire à la peur de la mort comme une volonté de ne pas mal mourir et d'accompagner la vie jusqu'à la mort. Nous sommes plutôt sur cette réflexion-là, accompagner la vie jusqu'à la mort. Il ne s'agit pas non plus de rechercher un compromis, mais plutôt un équilibre entre des droits individuels et des échanges et des exigences collectives qui incluent une dynamique temporelle, mais également une cohérence entre les acteurs concernés. Et cette cohérence porte autour de 3 acteurs qui nous paraissent principalement interdépendants à l'intérieur de ce débat. D'abord la personne elle-même, l'intéressée, dans sa revendication de gérer sa vie, ce qui exclut toute stipulation pour autrui et nécessite une décision non contestable de sa part. L'âge de l'intéressé peut-il être un élément discriminant ? Qu'en est-il lorsque l'intéressé, je l'ai dit tout à l'heure, sous une autre forme, est un enfant en bas âge, compte tenu du fait que ce n'est pas lui qui décide, mais ses parents, unis, pas unis, etc., qui décident, et qui prendra la décision pour lui s'il n'est pas en mesure de la prendre dès lors qu'un coma profond, dès lors qu'il a perdu un certain nombre de ses facultés de décision ou d'expression. La décision de l'intéressé doit-elle être récente, ce qui interroge la notion de désuétude des directives anticipées, et ce qui s'est passé au niveau du Conseil d'État récemment est une interrogation, pas seul, alors bien sûr pour les spécialistes et pour les parlementaires, mais c'est aussi une réflexion pour ceux qui connaîtraient bien les choses au niveau de la société, puisqu'elle crée une forme de trouble, on va dire, dans l'interprétation. Et donc, dans la mesure où on interroge la notion de désuétude des directions anticipées, ça pose le problème de quelles doivent-elles être et comment ça peut se passer. La référence à une décision éclairée de l'intéressé pose la question, bien sûr, de la qualité de l'information. Nous avons été frappés par le sondage présenté ici même par le Conseil de l'Ordre des médecins. Je crois que 93% des Français ne connaissaient pas la loi, et même 83%, d'après ce qu'on a entendu, des soignants et notamment des médecins ne la connaissaient pas. Donc c'est quand même une interrogation particulière. Enfin, la référence à la personne de confiance ou à un tiers de confiance constitue une base testamentaire validant la volonté du malade. Une précision, est-ce que l'intéressé doit être malade ou atteint d'une pathologie le condamnant, et en aucun cas simplement d'un mal-être? Je pose les termes avec les mots qui sont les miens, même si je n'ignore rien, étant par ailleurs médecin, de la diversité de ce que peut recouvrir la notion de mal-être et de l'ampleur ou l'amplitude de ce que cela peut représenter. Donc ceci induit une objectivation de la situation clinique de l'intéressé et donc l'intervention d'un soignant et au premier rang d'un médecin. Le deuxième acteur, c'est le médecin qui doit valider la situation clinique de la demande. Comment peut-il fournir les moyens à l'intéressé de mettre fin à sa vie, ou doit-il procéder lui-même à la réalisation de cet acte? Alors, les lois de 2005 et celles de 2016 ont établi un droit pour les malades de laisser mourir, établissant un cadre aux pratiques médicales, mais n'autorisant pas de sédation active, puisque telle est, je crois, l'expression de la loi. Une étude européenne démontre le rôle des pratiques médicales dans la solution choisie. Plus de la moitié de décès ont lieu à l'hôpital, et c'est une évolution de la fin de la vie aujourd'hui. Autrefois, on mourait encore à la maison. Maintenant, 9 décès sur 10 se font à l'hôpital. Et donc, il y a bien un changement qui n'est pas seulement de l'hospitalocentrisme, qui est une réalité technique, mais aussi réelle de notre société, qui fait que le regard sur la mort n'est plus le même,
puisqu'il existe moins, il n'existe plus dans sa réalité humaine. Alors, une précision, c'est que quand on parle de suicide, le suicide ne constitue pas un délit. N'étant pas punissable, la complicité n'est pas non plus réprimée. Encore faut-il que l'aide apportée au suicidant soit purement passive. Dès que la participation devient une aide matérielle effective, le fait que la victime soit consentante ou même demandeuse n'exonère pas le complice d'une condamnation probable pour meurtre ou assassinat. Alain Rapady, qui est juriste, pourrait développer un peu plus ce que je viens d'exprimer avec des mots pas forcément les plus adaptés, mais en tous les cas qui soulèvent ce type de préoccupation. Troisième acteur, la société, parce que ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire qui interpelle un grand nombre des préoccupations et des problèmes de la société. Et par l'impact sociétal, l'impact culturel, l'impact spirituel de cette question, l'être humain, qui est un être de relation, et sa liberté individuelle doit intégrer aussi, au-delà de sa personne, les exigences de la société. De la même façon que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec pour conséquence le droit à l'autodétermination, trouve ses limites dans le droit international, l'autodétermination individuelle doit disposer d'un cadre réglementaire. Le droit à la vie, avec pour conséquence le droit à la dignité humaine, est reconnu par le Conseil constitutionnel de novembre 2022 et n'est pas sans poser un certain nombre d'autres types de problèmes et créer une forme de limite par rapport à cela. Voilà les différentes questions qui sont posées. Je ne veux pas être plus long, mais je répondrai volontiers et nous répondrons volontiers en apportant des éléments de contribution plus concrets encore au questionnement tel que l'introduction permettait de le faire. Je donne donc la parole à la Grande Loge féminine de France, Madame Lyoté, Madame Moiti. Monsieur le Président Forlani, Monsieur... Appuyez sur C'est bon? Voilà. Monsieur le Président Falorni, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. La Grande Loge féminine de France est une obédience strictement féminine, adogmatique, implantée sur l'ensemble de notre territoire et dans certains pays du monde. Nous comprenons 13 000 adhérentes, croyantes, agnostiques, athées, dont les origines sociales, culturelles, professionnelles sont très diverses. Notre méthode s'appuie sur des symboles et des rituels. En empruntant ce chemin, nous nous sommes amenés à naître, vivre et mourir indifféremment et indéfiniment. Nous sommes confrontés à une réflexion symbolique et philosophique sur la mort. C'est l'essence même de notre démarche. Notre obédience est intéressée depuis plus d'une vingtaine d'années à la condition de la fin de vie. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'être auditionnés sur ce sujet plusieurs fois et je vous remercie d'avoir voulu, vous aussi, nous entendre. Femmes libres, ainsi se définissent les francs-maçonnes que nous sommes. Cette demande de liberté de l'intime correspond d'une part à une évolution des savoirs et des pratiques médicales liées au progrès technique et d'autre part à une transformation profonde de la société, telle la prise de conscience des femmes à pouvoir disposer de leur corps et ne plus enfanter dans la douleur. Aidés de nos outils, fortes de nos symboles, pas à pas sur ce chemin que nous avons librement décidé d'emprunter, nous travaillons pour accéder à ce passage en pleine et totale liberté de conscience, soutenue par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté individuelle, liberté de conscience, égalité des choix, fraternité accompagnante. La mort, c'est l'altérité. On ne connaît la mort que par l'autre. Au sein de nos temples, c'est avec un regard laïque que nous abordons ces réflexions en remettant toujours l'humain au centre. La mise en œuvre de la loi Claeys-Leonetti. Cette loi actuellement en vigueur est une réelle avancée, créant de nouveaux droits pour les personnes malades et en fin de vie. Cette loi donne la primauté à la qualité de vie plutôt qu'à la durée de vie.
La liberté de choix s'exprime dans la possibilité de rédiger des directives anticipées, contraignantes mais non opposables. Il y a aussi l'introduction d'une personne de confiance pour représenter le malade. Les attributions de celle-ci sont accrues. Relais, transmission, soutien. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Sur ces deux derniers points, la mise en œuvre de ces dispositions ne répond pas aux objectifs à cause d'un réel manque d'information. Actuellement, l'information est peu visible et inaudible, tant pour les malades que pour le personnel soignant. Des obligations de formation initiale et continue permettraient un réel respect des droits des malades. Une formation du public par des campagnes de sensibilisation s'appuyant sur différents modes de communication donnerait toute sa force à ces mesures. Ces campagnes devraient être relayées par le maillage d'un réseau impliquant tous les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux et les associations. Mise en place des soins palliatifs. Alors même qu'il s'agit d'une mesure phare de cette loi, on ne peut regretter l'insuffisance des moyens mis à disposition par l'État. Leur mise en œuvre est insuffisante. Une vingtaine de départements sont encore aujourd'hui dépourvus de ces structures. L'accès offert à toutes et tous à une médecine aussi bien palliative que curative est une question de solidarité nationale. Son accessibilité à domicile ou dans un établissement de son choix est une garantie d'égalité devant la mort. C'est également une exigence éthique et démocratique qui doit apporter une humanisation indispensable à l'accompagnement de la fin de vie. Cet accompagnement réel constitue une expression concrète de la fraternité. Il faut que cela devienne une priorité, quoi qu'il en coûte. Réponse à la diversité des situations de la fin de vie. La loi actuelle ne répond pas à toutes les détresses. Cette loi, malgré des aides potentielles, laisse seuls les malades avec leurs proches assumer des angoisses et les souffrances psychologiques consécutives à des maladies incurables ou neurodégénératives. Ces malades assistent impuissants à une dégradation irréversible de leur autonomie physique et ou mentale qui altère profondément leur qualité de vie. Il en est de même pour des personnes âgées atteintes de polypathologie qui, même en bénéficiant de la présence d'un entourage attentif, peuvent vivre une douleur morale profonde du fait de leur totale dépendance pour les actes les plus intimes de leur vie et être amenés à demander une aide à mourir. Les suicides de ces personnes par mort violente ou par refus de s'alimenter sont un signe de mal-être profond. La loi les prive de la liberté de choisir le moment d'interrompre une vie de plus en plus invalidante, voire douloureuse, qui ne répond pas à la détresse due à la dégradation de sa qualité de vie. La situation actuelle rompt ainsi avec l'éthique de solidarité et de fraternité qui est pourtant une de nos valeurs de la République. Évolution de la loi, du laisser mourir au faire mourir. La loi actuelle propose comme seule solution la sédation profonde et continue, qui est un laisser mourir dans un délai indéterminé. Les exemples précédents soulignent les limites de la loi qui génèrent une situation de profonde inégalité entre les citoyens et les citoyennes, par leur éducation, leur réseau professionnel et personnel, leurs ressources économiques. Dans certains cas, des personnes trouvent une solution clandestine en France ou, si nécessaire, à l'étranger, souvent en Belgique ou en Suisse, pour mettre en œuvre leur choix. La grande majorité de nos citoyens, et en plus grand nombre, dépourvus de ces moyens, sont ainsi discriminés. On se retrouve exactement dans la même situation que nous avons vécue, nous les femmes, avant la loi sur l'IVG. L'aide active à mourir existe de fait et se pratique dans l'illégalité. La liberté de choisir sa fin de vie demeure un choix individuel. Tous les choix doivent être respectés, autant la demande de l'aide médicale à mourir que le souhait de ne pas vouloir la provoquer. Une aide à mourir ne devient pas la norme. Cela instaure la pluralité des choix de comment vivre sa mort. La liberté de choisir couvre toutes les options
y compris celle de la mort naturelle, et celle de modifier son choix à toutes les étapes de sa vie. Nous souhaitons qu'une évolution de la loi soit poursuivie pour permettre à celles et ceux qui décident d'accéder à une aide active à mourir, comme pour les IVG, une législation bien encadrée permettrait de mettre fin à cette aide active clandestine, au suicide brutal et douloureux, enfin, j'ose le dire, au tourisme lucratif de la mort. Cette loi n'enlève rien à personne, mais apportera un apaisement à bien des angoisses, évitera des suicides. Si j'ai besoin de la loi, elle est là. Je peux m'en prévaloir. À moi de savoir si je veux m'en servir. Le fait qu'il soit possible de choisir sa fin de vie permet de mieux vivre sa vie dans la sérénité. C'est ouvrir un espace de vraie liberté qui remet l'être humain au centre des préoccupations. Une loi citoyenne dans une société démocratique. La liberté de choisir sa fin de vie, la possibilité d'y mettre fin sans la violence d'une mort qu'on se donne, mais par un arrêt tranquille de la vie, lorsque la maladie, ôte tout sens, implique d'autres parties prenantes que l'individu lui-même, les proches, les soignants, les accompagnants et les législateurs. Comprendre la demande du malade, accomplir ce geste comme un dernier soin, lorsque la médecine est impuissante à guérir ou à soulager la douleur. Certains soignants ont choisi de le faire, malgré les risques encourus dans le contexte juridique français. Seule la dépénalisation d'un geste conduira à la plénitude de cette nouvelle loi. Quand la loi légalisera ce geste, qui ne sera jamais un geste banal, il sera nécessaire, en se référant à ce qui se fait ailleurs, de prévoir une clause de conscience pour les médecins, ainsi qu'une formation. Un encadrement, une collégialité dans la décision est indispensable, comme cela se fait chez nos voisins. L'aide à mourir n'a pas entraîné une explosion des demandes dans les pays qui ont déjà légiféré sur cette question. Les craintes des dérives ne sont pas pertinentes. La vie, c'est la naissance, pas de mort sans naissance. À notre époque, la naissance est encadrée. Pourquoi pas une mort encadrée ? Ne peut-on pas imaginer que l'on peut donner la mort avec amour, comme on a donné la vie avec amour ? Un large consensus existe concernant le déploiement généralisé des directives anticipées, du choix des personnes de confiance et des soins palliatifs. Il est indispensable d'améliorer considérablement l'existant. Les conditions de fin de vie sont un marqueur fort de civilisation. N'appartient-il pas à notre société de donner à chaque être humain qui le souhaite les moyens de choisir sa mort, de choisir cet instant-là, dans la dignité, en toute liberté? La France, fille des Lumières, ne devrait-elle pas légiférer pour garantir cette liberté ? Est-il acceptable de devoir quitter son pays pour faire valoir son droit à mourir en toute liberté ? Dans ce débat citoyen particulièrement sensible sont convoqués les principes fondateurs de notre société. Liberté, égalité réelle, solidarité, fraternité, laïcité, valeurs auxquelles les francs-maçons que nous sommes sont très attachés. Après les batailles pour ne plus enfanter dans la douleur, pour choisir d'avoir ou non un enfant, c'est peut-être la dernière liberté que nous ayons à conquérir en tant que francs-maçonnes, en tant que femmes et citoyennes. Merci de votre attention. Merci, Madame. Je donne enfin la parole à la Fédération française du droit humain, Madame Pichecru, Madame Coudrier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et vous, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, bonjour et merci de votre invitation à apporter notre contribution à ce débat sur la fin de vie assistée. Et merci aussi pour votre accueil. Alors, une précision concernant le droit humain, qui est une fédération. L'obédience que je préside est la branche française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain, qui est présent dans 60 pays sur les 5 continents. Grâce à l'internationalisme de notre ordre, qui permet des rencontres et des échanges entre francs-maçons du droit humain du monde entier, certains des travaux de nos frères et sœurs
dans d'autres pays, nous ont permis de réfléchir, de nous inspirer pour cette réflexion, puisque dans certains de leurs pays, la législation avancée sur la fin de vie existe déjà, et je pense à nos frères et sœurs belges, suisses, hollandais, luxembourgeois et espagnols. Et puis, pour le développement de cette réflexion, je donne évidemment la parole à Madame Christiane Coudrier, qui est membre expert de notre commission bioéthique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je voulais tout d'abord signaler que je suis directeur d'hôpital honoraire, bien sûr. Voilà. Donc, l'accompagnement de la fin de vie. Donc, ce texte représente la réflexion de notre commission bioéthique. L'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique pose la question des limites actuelles de la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 dans la mise en œuvre effective de ces dispositions et dans son champ d'application. Le CCNE a souhaité la création d'un débat citoyen avec pour mission de répondre à la question suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? La loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 représente un réel progrès. Elle a renforcé le droit d'accès aux soins palliatifs mis en place dans la loi du 9 juin 1999. Elle a mis à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance pour permettre à nos concitoyens d'exprimer leur volonté. Elle a clarifié les conditions de l'arrêt des traitements au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en réaffirmant le droit du malade à l'arrêt du traitement et au bénéfice de la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Cette loi place le patient au cœur du processus décisionnel en rendant ces directives anticipées contraignantes pour le médecin. La loi érige les droits du patient en termes d'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de la vie. Elle pose le cadre de la procédure collégiale et de la décision médicale. Le choix du législateur en 2016 n'a pas été celui de la dépénalisation de l'aide médicale active à mourir. Il a été celui de l'accompagnement du patient en arrêtant les traitements actifs, mais en poursuivant les soins et en allégeant les souffrances par une sédation profonde et continue. Le constat en 2023 de la mise en œuvre des dispositions de la loi Claes-Leonetti fait apparaître ses limites. Des limites dans la mise en œuvre des dispositions de la loi. L'égal accès de tous à des soins palliatifs n'est aujourd'hui pas réalisé. Le nombre de structures est insuffisant et génère une égalité d'accès pour les patients, notamment territoriale, mais pas seulement. La médecine actuelle est essentiellement curative, insuffisamment orientée vers la médecine palliative, faute de formation des professionnels à la culture palliative et faute de moyens également. Les directives anticipées sont peu connues des patients et peu mises en œuvre. L'information sur ce sujet par les autorités sanitaires et les professionnels de santé est purement formelle, voire inexistante. Des limites également de la loi dans son champ d'application. Comme le souligne le CCNE, il n'existe pas à ce jour de solution dans le champ des dispositions législatives pour, et je cite, « les personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme. Il en va de même des situations de dépendance à des traitements vitaux, dont l'arrêt, décidé par la personne quand elle est consciente, sans altération de ses fonctions cognitives, n'entraîne pas un décès à court terme.
Ces situations amènent à ouvrir la réflexion sur l'aide médicale active à mourir, sur l'accompagnement à la fin de la vie. Comment effectivement accompagner les personnes qui vivent ces situations? La Fédération française du droit humain, dans le cadre de sa commission bioéthique, a engagé une réflexion sur la fin de vie depuis plusieurs années. En 2014, la commission bioéthique du droit humain a formulé les recommandations suivantes visant à considérer possible une exception d'euthanasie dans des cas exceptionnels. Il s'agit notamment de patients en fin de vie que l'on ne parvient pas à soulager, ainsi que les patients atteints d'un mal incurable qui présentent une demande, fruit d'une décision partagée et réfléchie. La commission bioéthique a assorti ses recommandations de garanties impératives. L'égal accès de chacun à un choix aussi libre que possible, que le système de soins offre à tous et également une prise en charge palliative tout au long de sa maladie et pas seulement en fin de vie. C'est l'accompagnement pour un mieux-être jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le débat éthique se poursuit au sein de la commission bioéthique du droit humain, à l'image de ce qui se passe dans la société civile. Ce débat renvoie chacun de nous à sa propre finitude. Il interpelle les professionnels de santé dans leurs convictions éthiques et leur déontologie. Comment nos valeurs maçonniques peuvent-elles guider notre questionnement éthique? Face aux situations de fin de vie, et notamment celles pour lesquelles la loi Claes-Leonetti n'apporte pas de solution législative, notre réflexion se fonde sur nos valeurs et nos principes maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité, principes qui sont aussi ceux de notre République. La liberté. Notre Constitution internationale du droit humain nous invite à considérer la liberté de conscience comme le droit le plus sacré de tout être humain. L'expression par une personne de son choix, exprimée en toute conscience, de façon claire et réitérée, nous oblige en tant que francs-maçons. Cette liberté peut se trouver en conflit avec celle du soignant auquel une aide est demandée et lui poser de graves problèmes éthiques. D'où la nécessité pour tout professionnel de santé d'avoir la possibilité d'utiliser la clause de conscience. D'où également l'impératif de mise en œuvre d'une procédure collégiale associant équipe soignante, famille, personnes de confiance, médecins traitants, etc. Cette procédure a pour objectif de garantir que la personne disposait de sa pleine autonomie de décision au moment de sa demande et de permettre un véritable débat éthique précédant la décision de donner suite ou non à la demande du patient. Collégialité et temporalité offrent la possibilité d'une médiation permettant de concilier les exigences éthiques parfois divergentes entre patients, familles, équipes soignantes. L'égalité. Cette valeur renvoie à l'impératif d'égal accès pour tous les humains à une information claire sur leurs droits, notamment sur les directives anticipées et la personne de confiance, à une culture de la fin de vie, de la vieillesse, éducation à cette culture visant les professionnels de santé ainsi que chaque citoyen. L'égalité, c'est aussi la possibilité offerte à chaque citoyen de pouvoir accéder non seulement à une structure de soins palliatifs, mais aussi à une médecine palliative tout au long de sa prise en charge médicale. Cette question renvoie à une véritable politique de santé publique dans ce domaine, politique aujourd'hui trop limitée dans les droits, mais aussi dans la mise en œuvre de ces droits. Des moyens conséquents seront à consacrer prioritairement au développement d'unités de soins palliatifs, à la formation des professionnels de santé, à une médecine palliative dès le début de leur cursus. Aucune évolution des dispositions législatives actuelles n'aurait de sens sans la mise en œuvre effective d'une politique de santé publique
offrant un égal accès pour chacun à une médecine palliative. La fraternité, c'est une valeur socle du lien social, de la solidarité, du respect de la dignité de chaque être humain. Elle fonde le devoir de solidarité de chaque franc-maçon envers les personnes les plus fragiles. La fraternité nous guide face à une demande d'aide active à mourir. Dans des conditions strictement encadrées par le législateur, dans le respect des convictions de chacun, patient et soignant, il est conforme à nos valeurs maçonniques d'accompagner des personnes majeures atteintes d'une maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, dans leur demande d'aide médicale à mourir, demande exprimée de façon claire et réitérée, en pleine autonomie de leur volonté, dans le cadre d'une procédure collégiale, écrite et argumentée, avec une temporalité, gage d'une réflexion mûrie et assumée. En conclusion, dans ce débat parlementaire, la franc-maçonnerie, la Fédération française du droit humain formule 2 vœux. Que la loi Claes-Leonetti soit appliquée pleinement et effectivement, ce qui demande un engagement politique et des moyens financiers. Que le législateur ouvre des droits nouveaux aux citoyens, des droits qui n'enlèveraient aucune liberté et dignité à ceux qui ne souhaiteraient pas en faire usage pour leur propre personne. Notre idéal laïque qui consacre le principe de la liberté de conscience de chaque citoyen trouverait alors une nouvelle expression dans nos lois. Merci de votre attention. Merci, mesdames. Avant de donner la parole à mes collègues, et pour ne pas les frustrer, parce que je sais qu'ils ont des questions à vous poser, je voudrais simplement vous interroger sur un